Elle travaille dur mais reste pauvre, a dit mon frère. Mon père a ri, tu n'auras jamais ta maison. J'ai souri. Quelques heures plus tard, son patron a appelé devant toute la famille, sa voix crépitant dans le silence glacial. Votre sœur est vraiment la plus jeune milliardaire de France. Ce soir-là, au dîner de Noël, leur monde s'est effondré. Et c'est moi qui avais orchestré la démolition. Cette histoire est celle d'une revanche. Une revanche silencieuse, patiente, et finalement, dévastatrice. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment j'ai transformé des années d'humiliation en un empire, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aime savoir d'où vient ma communauté. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette soirée fatidique. La maison de mes parents à Neuilly-sur-Seine brillait de mille feux, comme un phare arrogant dans la nuit de décembre. De l'extérieur, c'était une carte postale parfaite, une mise en scène impeccable du bonheur bourgeois. Des guirlandes lumineuses, d'un blanc chaud et coûteux, serpentaient le long des colonnes de l'entrée. Le sapin, un géant de 3 mètres de haut ramené des Vosges, scintillait derrière la baie vitrée du salon, ses décorations en cristal attendant les regards admiratifs des passants. Les invités, quand il y en avait, appelaient toujours cela la magie de Noël. Moi, j'appelais cela une prison dorée, une pièce de théâtre dont j'étais forcé de jouer un rôle chaque année. J'avais 29 ans, et les dîners de Noël dans ma famille avaient toujours eu plus à voir avec la performance sociale qu'avec la chaleur humaine. À l'intérieur, chaque détail était une affirmation de leur statut. La longue table en acajou massif, héritée de mon grand-père, était polie jusqu'à devenir un miroir sombre où se reflétaient nos visages tendus. L'argenterie, lourde et ouvragée, était alignée avec une précision militaire, chaque fourchette, chaque couteau à égale distance du suivant. Les verres en cristal de baccarat, si fins qu'on craignait de les briser en respirant trop fort, attendaient d'être remplis d'un vin hors de prix. Et au-dessus de nous, le lustre monumental, une cascade de pampilles de verre, déversait une lumière dorée et crue, comme pour nous rappeler constamment la valeur de chaque chose dans cette maison. Je me suis assise à ma place habituelle, celle du bout de la table. La place de l'artiste, de la rêveuse, de l'éternelle déception silencieuse. C'était une place stratégique, assez loin du centre du pouvoir mon père et mon frère pour éviter les tirs directs, mais assez proche pour ne rien manquer du spectacle. Mon frère, Bastien, trônait au centre. Il avait toujours su comment occuper l'espace, comment attirer la lumière. Grand, confiant, avec le sourire arrogant de ceux à qui tout a toujours réussi. Ce soir-là, il portait une montre suisse qui, je le savais, valait plus que tout ce que je possédais, Twingo incluse. Le repas a commencé par les banalités d'usage. Mais très vite, la conversation a dérivé vers le seul sujet qui intéressait vraiment mon père, la réussite éclatante de son fils. On vient de clôturer le meilleur trimestre de l'histoire de la boîte, a annoncé Bastien, en s'assurant que le cadran de sa montre capte bien la lumière du lustre. Une prime exceptionnelle pour toute l'équipe dirigeante. Mon père, Armand, a levé son verre, le visage rayonnant d'une fierté presque agressive. C'est mon fils. Il a le sens des affaires dans le sang. Le travail, le vrai, celui qui paie. Pas comme d'autres qui préfèrent courir après des chimères. Son regard a glissé vers moi, une fraction de seconde, mais la pique était claire, précise, affûtée par des années de pratique. Bastien, sentant l'approbation paternelle, a enfoncé le clou. Le travail paie, c'est une certitude. Quand on fait les bons choix de carrière, quand on ne perd pas son temps avec des passe-temps futiles. Le mot passe-temps. C'est comme ça qu'ils appelaient ma société. Mon entreprise de conception d'expérience en réalité virtuelle. Mon bébé, que j'avais nourri de nuits blanches et de sacrifices. Pour eux, ce n'était qu'un hobby, une fantaisie d'enfant qui refusait de grandir. Il a ensuite tourné son attention vers moi, comme un prédateur qui a isolé sa proie du troupeau. D'ailleurs, Héloïse, comment vont-tes, petits projets, a-t-il demandé avec une fausse sollicitude qui ne trompait personne. Toujours à travailler si dur pour rester pauvre? C'est le classique Héloïse. Le rire a fusé. D'abord celui de mon père, un rire gras et satisfait. Puis celui de ma tante, de mon oncle. Ma mère, Geneviève, a esquissé un petit sourire nerveux, ses perles tremblant légèrement. Elle détestait les conflits,
mais elle détestait encore plus déplaire à son mari et à son fils. Alors, elle riait. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement coupé un morceau de dinde, lentement, délibérément. Mon silence était mon armure, mais aussi mon arme. Il le prenait pour de la faiblesse, de la résignation. Il ne voyait pas que dans ce silence, j'enregistrais tout. Chaque mot, chaque rire, chaque regard condescendant. Je les stockais comme du carburant. Mon sourire est resté en place. Un léger étirement des lèvres. Un masque parfait de politesse et de défaite. Derrière, je comptais les minutes. Le plan que j'avais mis des années à peaufiner arrivait à son terme. Il pensait que mon sourire était une défaite. Il ne savait pas que c'était une promesse. Ce soir, le rideau allait enfin tomber. Et je n'étais plus une actrice dans leur pièce, j'étais la metteur en scène. Pour comprendre la froideur de ma détermination ce soir-là, il faut remonter le temps. Il faut retourner dans cette même maison, mais des années plus tôt, quand les fissures dans la porcelaine de notre famille ont commencé à apparaître. Le favoritisme n'était pas un accident dans la famille Perrin, c'était une politique, une religion dont mon père était le grand prêtre et Bastien le Dieu vivant. Moi, j'étais l'hérétique, celle dont la foi s'égarait vers des idoles étranges et incompréhensibles, l'art, la technologie, la création. Le grand escalier qui menait aux chambres était un musée à la gloire de Bastien. Année après année, de nouvelles reliques venaient s'ajouter à la collection. Ces bulletins de notes impeccables, encadrés dans du bois précieux. Ces photos de l'équipe de rugby du lycée, où il posait, torse bombé, le ballon sous le bras. Ces diplômes des plus grandes écoles de commerce, imprimés sur du papier épais et coûteux. Les invités, les amis, la famille, tous s'arrêtaient devant cet hôtel, admiratifs. Quel jeune homme brillant, vous devez être si fier, disait-il à mes parents. Et ils l'étaient. Leur fierté était un soleil écrasant qui ne laissait aucune place à l'ombre. Mes propres réussites, plus modestes, plus discrètes, restaient dans cette ombre. Mes premiers prix dans des concours de dessin, mes projets de codage qui me valaient les félicitations de mes professeurs, tout cela était balayé d'un revers de main, rangé dans un tiroir. C'est bien, ma chérie, mais ce n'est pas sérieux. Je me souviens d'une après-midi en particulier. J'avais 15 ans. J'avais passé des semaines, sacrifiant mes week-ends et mes nuits, à créer sur mon vieil ordinateur une modélisation 3D incroyablement détaillée du jardin du Luxembourg. Chaque fontaine, chaque chaise verte, chaque allée de marronniers était là. Ce n'était pas juste un devoir, c'était une œuvre d'amour, un monde que j'avais bâti de mes propres mains. Le cœur battant d'excitation, j'ai appelé mon père dans mon bureau improvisé, impatient de partager ma fierté. Il est entré, distrait, encore au téléphone avec un client. Il a jeté un œil à l'écran, a hoché la tête. Mignon, a-t-il murmuré avant de se détourner. Mais son regard a été attiré par autre chose sur mon bureau. Une pile de vieux plans, des esquisses architecturales que je gardais précieusement. C'étaient les siens, datant de l'époque où il était étudiant aux Beaux-Arts, avant que la pression de son propre père ne le pousse vers la finance, une voie plus sûre. Il a pris une des feuilles, le papier jauni par le temps. Il l'a regardé longuement, et j'ai vu passer une lueur de regret dans ses yeux, une tristesse infinie. Puis il m'a regardé, et sa tristesse s'est transformée en une dureté protectrice. C'était sa propre peur qu'il projetait sur moi. L'art ne nourrit pas son homme, Héloïse. Tu finiras déçu et sans le sou. Concentre-toi sur des choses sérieuses. Cette année-là, pour avoir terminé premier de sa classe en économie, Bastien a eu droit à un voyage d'une semaine au ski à Courchevel. Le fossé s'est creusé encore plus à la fin du lycée. Le jour où Bastien a reçu sa lettre d'admission à HEC Paris, la plus prestigieuse école de commerce de France, fut un jour de fête nationale chez les Perrin. Mon père a sabré une bouteille de champagne qui valait plus que mon ordinateur. Ma mère a pleuré de joie, appelant toute la famille pour annoncer la nouvelle. La maison vibrait d'une fierté presque assourdissante. Une semaine plus tard, j'ai reçu ma propre lettre. Une offre de stage rémunéré dans un petit incubateur de start-ups à Station F, spécialisé dans la réalité virtuelle. C'était une opportunité incroyable, une porte d'entrée dans le monde qui me fascinait. Mes mains tremblaient en l'attendant à mon père, espérant, contre toute logique, une étincelle d'intérêt. Il l'a lu en diagonale,
son expression passant de la neutralité au mépris. La réalité virtuelle? Héloïse, tu as 18 ans, il est temps d'arrêter de courir après ces modes ridicules. Regarde ton frère. Voilà un chemin solide. Voilà la vraie réussite. Il m'a rendu la lettre. Pas de champagne. Pas d'applaudissements. Juste le silence lourd de la déception. Mais tout le monde ne me voyait pas de cet œil. Madame Leroy, ma professeure d'art plastique, m'avait dit un jour, tu ne penses pas en images, Héloïse, tu penses en système, en monde. C'est un don rare. Ne laisse personne te dire que ça n'a pas de valeur. Et il y avait Aurélien, mon meilleur ami depuis l'enfance. Il passait des heures à regarder par-dessus mon épaule pendant que je créais mes univers numériques. C'est le futur, ce que tu fais, me disait-il avec une conviction inébranlable. N'arrête jamais. Ils ne comprennent pas, c'est tout. Ses voix étaient des bouées de sauvetage dans un océan d'indifférence familiale. Chaque mot de mépris de mon père était une brique. Chaque rire condescendant de mon frère était du ciment. Il ne se doutait pas que, pierre par pierre, je construisais les fondations de mon propre empire avec les matériaux mêmes de leur dédain. Ils pensaient me décourager, mais en réalité, ils me forgeaient. Ils créaient l'arme qui allait un jour se retourner contre eux. La rupture définitive, l'acte qui a scellé mon destin et ma solitude, a eu lieu lors d'un autre dîner, quelques années plus tôt. J'avais 22 ans, fraîchement diplômée d'une école d'art et de design. L'air était lourd d'attente. La question n'était pas de savoir si j'allais postuler à un master en école de commerce pour rectifier le tir, comme disait mon père, mais laquelle serait assez indulgente pour accepter mon parcours atypique. Le repas s'était déroulé comme une lente torture. Mon père dissertait sur l'importance du réseau de Bastien, qui venait d'être promu dans une grande banque d'affaires. Ma mère, avec une anxiété palpable, planifiait déjà les futurs dîners avec ses collègues importants, comme si ma participation à ce monde était déjà acquise. J'ai attendu une accalmie, mes mains moites serrées sous la nappe en lin. Puis, j'ai pris une grande inspiration, comme avant de plonger d'une falaise. Je ne vais pas postuler en école de commerce, ai-je dit. Ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais, coupant net le monologue de mon père. Le bruit des couverts s'est arrêté. Un silence pesant s'est installé. Mon père a posé sa fourchette avec une lenteur menaçante. Pardon? J'ai du mal entendre. Vous avez très bien entendu, ai-je continué, le cœur battant à tout rompre. Je vais créer ma propre entreprise. Un studio de design d'expérience en réalité virtuelle. Si j'avais annoncé que je partais vivre sur Mars, la réaction n'aurait pas été plus violente. Bastien a été le premier à exploser, d'un rire sarcastique et bruyant. Tu es sérieuse? Tu vas parier toute ta vie sur des jeux vidéo? Mais réveille-toi, Héloïse. Le monde réel, ce n'est pas un de tes dessins animés. Ce ne sont pas des jeux vidéo, c'est une nouvelle forme d'art, de communication. Assez. La main de mon père s'est abattue sur la table, faisant sursauter les verres en cristal. Son visage, d'habitude si maîtrisé, était congestionné par la colère. C'est une humiliation. Une humiliation pure et simple. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour moi, pour cette famille? Ton frère est en train de se bâtir un avenir en or massif, et toi? Tu veux jouer avec des jouets électroniques comme une gamine de 12 ans? Ma mère a attrapé ma main, ses doigts glacés. Sa voix était douce, presque un murmure, mais ses mots étaient plus tranchants que n'importe quel cri. Ma chérie, tu te mets dans l'embarras. Les gens vont penser que nous avons échoué en tant que parents. Pense à notre réputation. L'embarras. L'humiliation. L'échec. Leur réputation. C'était leur verdict. Ma passion, mes rêves, tout cela n'était rien face au regard des autres. Plus tard dans la soirée, alors que je m'étais réfugiée dans la cuisine pour échapper à l'atmosphère irrespirable, j'ai entendu des bribes de conversation venant du bureau de mon père. C'était Bastien. Il était au téléphone. J'ai reconnu le nom qu'il a prononcé, Monsieur Bernard, un vieil ami de la famille, un entrepreneur à la retraite à qui j'avais timidement et secrètement prévu de demander un petit prêt d'amorçage. C'était ma seule piste, ma seule lueur d'espoir. Oui, Bernard, c'est au sujet de ma sœur. Disait Bastien d'un ton faussement confidentiel.
Écoute, elle traverse une phase un peu compliquée. Des idées de grandeur, des projets totalement irréalistes. Je sais qu'elle va probablement t'appeler. Je voulais juste te prévenir, en ami. Je ne voudrais pas que tu investisses de l'argent là-dedans par pure gentillesse. C'est un gouffre financier assuré. Elle est adorable, tu la connais, mais soyons honnêtes, elle n'a pas vraiment la tête pour les affaires. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La nausée m'a prise. Ce n'était plus du mépris. C'était une trahison. Un sabotage délibéré. Mon propre frère était en train de scier la branche sur laquelle je tentais désespérément de m'accrocher. Le verdict final est tombé au dessert, annoncé par mon père avec la froideur d'un juge. Puisque tu t'obstines dans cette folie, voici mes conditions. Si tu choisis cette voie, tu le fais sans nous. Plus aucun soutien financier. Plus de filets de sécurité. Tu es seul. Entièrement seul. Bastien a souri, le sourire du vainqueur. Bonne chance pour payer ton loyer avec tes petits dessins. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est durci pour de bon. La tristesse s'est transformée en une rage froide, une détermination de diamant. J'ai fait mes valises. 2 valises de vêtements, une boîte de carnets, mon vieil ordinateur. Ma mère est venue me voir, les yeux rouges. Elle a essayé de me glisser une liasse de billets dans la poche. Je l'ai gentiment repoussée et je l'ai reposée sur sa commode. Non, maman. Je dois le faire seule. En partant, j'ai croisé Bastien. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, m'a-t-il dit. J'ai répondu sans le regarder, non. Je viens de prendre ma première vraie décision. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté votre frère sur le champ pour sa trahison? Auriez-vous accepté l'argent de votre mère? Ou auriez-vous, comme moi, utilisé cette douleur comme le carburant ultime? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Cette nuit-là, en partant, je n'avais que 2 valises et un ordinateur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'emportais aussi une rage qui allait bientôt valoir de l'or. Ma nouvelle vie a commencé dans une chambre de bonne, de 9 mètres carrés au 6e et dernier étage sans ascenseur d'un vieil immeuble de Montreuil. Les murs étaient d'un jaune passé, tachés par l'humidité. La peinture s'écaillait par endroits, révélant des couches de vie antérieures. L'unique fenêtre, une lucarne, donnait sur un enchevêtrement de toit en zinc et de cheminée. C'était l'opposé polaire de l'opulence ordonnée de Neuilly. C'était bruyant, chaotique, et parfois, ça sentait la solitude. C'était parfait. C'était mon premier vrai chez moi, ma forteresse, mon laboratoire. Les premiers mois furent une leçon d'humilité brutale. L'argent est devenu le tyran de mes journées. Chaque euro était compté, chaque dépense était un calcul stratégique. Mon régime alimentaire se composait principalement de pâtes à prix réduit et de riz. Le luxe, c'était un œuf au plat ou une boîte de sardines. J'ai appris à connaître le goût de la faim, cette sensation creuse dans l'estomac qui rend la concentration difficile. Pour survivre, je prenais des petits contrats de graphisme en freelance, trouvés sur des plateformes en ligne. Je créais des logos pour des entreprises qui payaient une misère, souvent en retard, voire pas du tout. Chaque jour était une bataille contre le découragement, contre la petite voix insidieuse qui me murmurait que mon père et mon frère avaient eu raison. Je me souviens d'une nuit particulièrement sombre, en plein hiver. Le chauffage collectif de l'immeuble était tombé en panne. Je travaillais emmitouflé dans toutes mes couvertures, mes doigts gourds de froid sur le clavier. Soudain, mon ordinateur, mon seul outil de travail, mon seul lien avec le monde, a rendu l'âme. Un grésillement, une odeur de brûlé, puis l'écran noir. Le silence total. Une panique froide m'a envahi, bien plus glaçante que la température de la pièce. J'ai vidé mon compte en banque pour le faire réparer. Il me restait moins de 10 € pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Assise par terre dans ma chambre glaciale, le ventre vide, j'ai craqué. J'ai pleuré. J'ai pleuré de faim, de froid, de solitude, de frustration. J'ai pensé à appeler mes parents. J'ai pensé à ravaler ma fierté, à supplier, à admettre ma défaite. Le téléphone était là, à portée de main, comme une tentation. C'est à ce moment-là qu'Aurélien est arrivé, comme un ange gardien. Sans nouvelles de moi depuis quelques jours, il s'était inquiété.
Il a toqué à ma porte et m'a trouvée là, recroquevillée sur le sol, tremblante. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas fait de grands discours. Il m'a juste prise dans ses bras. Puis il est sorti et est revenu avec un sac de courses fumant. Il y avait un poulet rôti, des pommes de terre, du pain frais et une bouteille de vin. Nous avons mangé par terre, à la lueur d'une bougie. C'était le meilleur repas de toute ma vie. Pendant que je dévorais, il m'a dit, « Ils veulent que tu échoues, Héloïse. Ils attendent que tu reviennes en rampant. Chaque difficulté que tu surmontes est une victoire que tu leur voles. Ne leur donne jamais, jamais, cette satisfaction. » Ces mots, sa présence, ont ravivé la flamme qui menaçait de s'éteindre en moi. La rage était revenue, plus forte, plus pure. Une fois mon ordinateur réparé, j'ai travaillé avec une ferveur de survivante. Les nuits blanches sont devenues ma norme. Le café bon marché était mon meilleur ami. Je me suis concentré sur un projet personnel, un environnement virtuel que j'ai appelé « la Galerie des Songes ». C'était un espace artistique immersif, un lieu où l'on pouvait se promener à travers des sculptures de lumière et des paysages qui changeaient selon les émotions du visiteur, captés par un algorithme que j'avais développé. C'était mon cœur, mon âme, ma solitude, transformée en code et en pixels. C'était ma réponse au monde. Après des mois de travail acharné, je l'ai mis en ligne sur une plateforme spécialisée pour les artistes numériques, sans grand espoir. J'ai fixé le prix à 500 €. Une somme qui me paraissait astronomique et dérisoire à la fois. Les jours passaient. Rien. Chaque matin, je me réveillais le cœur serré, et je vérifiais mon compte. 0. Le doute revenait, comme une marée noire. Et si mon père avait raison? Et si tout cela n'était qu'un rêve d'enfant arrogant? Et puis, un matin, après presque une semaine d'attente angoissante, il y avait un email. Objet, votre article « La Galerie des Songes » a été vendu. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai cliqué, les mains tremblantes. C'était vrai. Quelqu'un, un collectionneur anonyme de l'autre bout du monde, avait payé 500 € pour ma création. Je suis restée assise devant l'écran, fixant les chiffres, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, j'ai éclaté de rire. Un rire qui venait du plus profond de mes entrailles, un rire mêlé de larmes. Un rire de soulagement, de triomphe, de pure joie. Ce n'était pas 500 €. C'était la preuve. La preuve que je n'étais pas folle. La preuve que mon travail avait de la valeur. La preuve irréfutable qu'ils avaient tort. C'était mon oxygène. Ces 500 € étaient mon oxygène. Ils m'ont permis de respirer, mais ils m'ont aussi poussé vers l'épreuve la plus humiliante de ma vie, une épreuve qui allait tout changer. Avec mes maigres économies et la confiance regagnée grâce à cette première vente, j'ai pris la décision la plus audacieuse de ma jeune carrière, j'ai loué le plus petit stand possible au salon Vivatech à Paris, le grand rendez-vous annuel de la technologie et de l'innovation en France. Mon stand était un minuscule carré de 2 mètres sur 2, coincé entre le pavillon clinquant d'une multinationale asiatique et une start-up de la Silicon Valley qui distribuait des goodies high-tech. Mon matériel se résumait à une table pliante recouverte d'un tissu noir, une bannière imprimée à la va-vite et mon fidèle ordinateur portable qui menaçait de surchauffer à tout moment. J'avais enfilé mon unique blazer, acheté dans une friperie du Marais, espérant qu'il me donnerait un semblant de crédibilité. La première journée a été un long et douloureux exercice d'humiliation. Les allées grouillaient d'investisseurs en costumes coûteux et de journalistes pressés. Ils passaient devant mon stand sans même un regard, leurs yeux attirés par les écrans géants et les démonstrations spectaculaires de mes voisins. J'étais invisible. Ceux qui, par hasard, s'arrêtaient, avaient des réactions qui allaient de la condescendance polie au mépris non dissimulé. C'est très joli, votre truc, mais ce n'est pas un business, c'est de l'art, m'a lancé un homme en costume gris, avant de me rendre ma carte de visite comme si elle était contaminée. Un autre, plus jeune, avec l'arrogance de ceux qui viennent de lever des millions, a essayé le casque VR et a ricané. Personne ne paiera jamais pour des tableaux virtuels, mademoiselle. Revenez nous voir quand vous aurez une véritable application qui résout un vrai problème. Le mot « mademoiselle », prononcé sur ce ton, était une insulte. Le coup de grâce est venu en milieu d'après-midi, alors que le découragement commençait à me ronger. J'ai vu un visage familier s'approcher,
Un visage que j'aurais préféré ne jamais revoir. Fabrice. Un ancien camarade de mon école d'art, qui avait toujours été arrogant et qui, après avoir abandonné le design, avait réussi à se faire une place dans un grand fonds de capital risque. Il s'est approché avec un groupe de collègues, un sourire narquois aux lèvres. Tiens, mais c'est la petite Héloïse Perrin. Je vois que tu continues à jouer avec tes jolis dessins sur ordinateur, a-t-il dit assez fort pour que les gens autour entendent. Il a mis le casque, a regardé pendant à peine 10 secondes, puis l'a enlevé en éclatant de rire. Les gars, venez voir ça. C'est le projet artistique de fin d'études de ma pote. C'est très mignon, n'est-ce pas? Une vraie artiste. Ses collègues ont gloussé poliment. J'ai senti le sang me monter aux joues, une vague de honte brûlante. C'était une humiliation publique, délibérée, orchestrée par quelqu'un qui prenait plaisir à écraser les autres pour se sentir plus grand. À ce moment précis, j'ai failli tout abandonner. J'ai commencé à ranger mes prospectus, les larmes aux yeux, convaincu que mon père, mon frère et maintenant le monde entier avaient raison. J'étais une imposture. C'est alors qu'elle est apparue. Une femme d'une 60aine d'années, d'une élégance intemporelle. Elle ne portait pas de costume griffé, mais un simple tailleur-pantalon de coupe impeccable. Elle n'avait pas l'arrogance pressée des investisseurs. Elle dégageait une aura de calme, d'intelligence et d'autorité naturelle. Sans un mot, elle s'est approchée de mon stand, a ignoré Fabrice et sa bande, et a mis le casque VR. Contrairement aux autres, elle ne l'a pas enlevé au bout de 30 secondes. Elle a marché lentement dans mon petit espace, comme si elle se promenait réellement dans ma « galerie des songes ». Elle est restée là, immobile, pendant près de 10 minutes. Un temps qui m'a semblé une éternité. J'ai vu sa tête s'incliner, comme si elle observait un détail invisible pour les autres. J'ai retenu mon souffle, n'osant ni bouger ni parler. Quand elle a finalement retiré le casque, ses yeux clairs et perçants brillaient d'une lueur que je n'ai pas tout de suite comprise. Elle m'a regardé intensément. « Qui vous a inspiré pour la texture de la sculpture de lumière ?» a-t-elle demandé. Sa voix était posée, précise. Personne ne m'avait jamais posé une telle question. J'ai balbutié quelque chose sur le travail de l'artiste James Turrell. Elle a hoché la tête. Je vois. Et l'algorithme qui adapte les couleurs aux émotions, comment l'avez-vous calibré? Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle ne parlait pas business, elle parlait art, vision, attention. Elle m'écoutait. Vraiment écouter. Puis, elle a dit la phrase qui a fait basculer ma vie. Votre travail est remarquable. Ce que vous créez, ce n'est pas de la technologie, c'est de l'émotion. Et l'émotion est sans prix. Mon cœur battait à tout rompre. Elle a continué, je dirige une fondation d'art contemporain. Je veux acheter l'exclusivité de cette collection. Quel est votre prix? J'étais tellement sous le choc que j'ai à peine pu parler. J'ai balbutié un chiffre qui me semblait insensé, une somme que je n'osais même pas rêver. 250 000 €. Elle n'a pas sourcillé. Elle a sorti une carte de sa mallette. Mon assistante vous contactera demain pour finaliser le contrat. Ne vendez cela à personne d'autre. Elle m'a serré la main et est partie aussi tranquillement qu'elle était arrivée. Je suis restée là, tremblante, la carte serrée dans ma main. Fabrice et ses collègues, qui observaient la scène de loin, me regardaient maintenant avec une expression de pure incrédulité. J'ai croisé son regard, et pour la première fois, j'ai vu son arrogance se fissurer, remplacée par le masque de la confusion. Ce jour-là, j'ai compris une chose, les gens qui font le plus de bruit sont rarement ceux qui ont le plus de pouvoir. Et le silence de cette femme venait de signer le début de leur fin. Ce premier gros contrat n'était pas un coup de chance, c'était la clé qui a ouvert toutes les portes. L'argent m'a donné la liberté de créer sans la pression de la survie. La validation de cette fondation d'art m'a donné la crédibilité qui me manquait. J'ai fondé ma société, Elysian Realm. J'ai embauché une petite équipe de développeurs et d'artistes aussi passionnés que moi. Nous nous sommes installés dans un petit bureau à la lisière de Paris, un espace créatif et chaotique qui était aux antipodes des tours de verre de la Défense. Les contrats ont commencé à affluer, d'abord timidement, puis comme un raz-de-marée. D'autres galeries d'art, des musées nationaux, puis des marques de luxe qui voulaient créer des expériences immersives uniques et poétiques pour leurs clients.
En 2 ans, ce qui avait commencé comme une chimère dans une chambre de bonne était devenu une entreprise florissante, valant plusieurs millions d'euros. En 5 ans, nous étions devenus une référence mondiale, une licorne discrète dans le monde de la tech de luxe. Et pourtant, à l'extérieur, pour ma famille, rien n'avait changé. C'était une décision consciente, calculée, et parfois, incroyablement difficile à tenir. Je gardais mon petit appartement à Montreuil. Je conduisais toujours ma vieille Twingo qui toussait chaque matin au démarrage. Je portais les mêmes jeans usés et les mêmes pulls sans marque lors des réunions de famille. Mon secret était ma meilleure arme. L'image de l'échec que ma famille avait de moi était le camouflage parfait. Je savais que plus ils me sous-estimaient, plus ma victoire finale serait éclatante et indiscutable. Maintenir cette façade demandait une discipline de fer et m'imposait une profonde solitude. Je menais une double vie, digne d'un roman d'espionnage. Le jour, je négociais des contrats à 7 chiffres avec des PDG dans des palaces parisiens, je voyageais en première classe pour rencontrer des clients à New York ou à Tokyo. Le soir, je rentrais dans mon petit appartement, je garais ma Twingo à côté de voitures bien plus modestes, et je mangeais des nouilles instantanées en lisant les rapports financiers de ma propre société. C'était un décalage surréaliste. Je ne pouvais partager ma réussite avec personne, par peur qu'une fuite, même involontaire, ne ruine mon plan méticuleux. Je refusais des invitations, des voyages personnels, des relations amoureuses, tout ce qui aurait pu trahir mon nouveau statut. Il y a eu des moments où le masque a failli tomber, des moments de pure panique. Un été, ma mère m'a invité à un brunch de famille dans leur maison de campagne en Normandie. J'y suis allée, jouant mon rôle. Un ami de mon père, un consultant en finance très au fait des nouvelles technologies, m'a acculé près du buffet. « Héloïse, votre nom ne me dit pas rien. » Élisie en Réalme. J'ai lu un article passionnant sur votre société dans un magazine économique américain. C'est bien vous, n'est-ce pas? Une ascension fulgurante. Mon cœur a manqué un battement. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai forcé un rire, priant pour qu'il sonne naturel. Oh non, quelle incroyable coïncidence. Il doit y avoir des centaines d'Héloïse Perrin en France. Non, non, moi je fais juste quelques petites missions de graphisme à mon compte, rien de bien excitant. Il m'a regardé, un pli de scepticisme sur le front, puis a haussé les épaules. Dommage, j'aurais aimé en savoir plus. J'avais eu chaud. Très chaud. L'autre moment, plus douloureux, fut avec mon frère. Un jour, pour mon anniversaire, il m'a appelé. Son ton était condescendant, comme d'habitude. Salut petite sœur. J'imagine que les temps sont toujours un peu durs. Je t'ai fait un virement de quelques centaines d'euros. Fais-toi plaisir, achète-toi quelque chose de joli. Je suis restée silencieuse, l'insulte déguisée en générosité me nouant la gorge. J'ai dû ravaler ma fierté et le remercier d'une voix étranglée. C'est très gentil, Bastien. Merci. Juste après avoir raccroché, j'ai dû entrer dans une salle de réunion pour finaliser l'acquisition d'une start-up allemande pour 5 millions d'euros. La dualité de ma vie était parfois à la limite du supportable. Le test ultime de ma détermination est arrivé sous la forme d'un email, un soir, alors que je travaillais tard au bureau. L'objet était laconique, félicitations, Forbes France 31h30. J'ai ouvert l'email, les mains tremblantes. J'avais été sélectionné. C'était une reconnaissance immense, le genre de chose que mon frère aurait fait encadrer en lettres d'or dans l'escalier familial. Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran. Une partie de moi, la jeune Héloïse qui cherchait désespérément l'approbation, voulait crier sa joie, transférer l'email à toute ma famille avec pour seul commentaire, et maintenant? Mais la femme que j'étais devenue était plus patiente. Plus stratégique. J'ai déplacé le curseur de ma souris sur le bouton « Supprimer ». Et j'ai cliqué. Ce n'était pas encore le moment. La reconnaissance ne devait pas venir d'un magazine. Elle devait venir de leurs propres yeux, au moment où ils s'y attendraient le moins, au moment où leur mépris serait à son apogée. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai continué cette comédie? Pourquoi ne pas leur jeter ma réussite au visage? Croyez-moi, la patience est l'arme la plus tranchante. Et le plat que je préparais se mangeait très, très froid.
Chaque dîner de famille était une répétition. Je jouais mon rôle à la perfection, sans savoir que le soir de la première était sur le point d'arriver. Continuez à regarder pour voir comment le piège s'est refermé. Nous revoilà donc à ce fameux dîner de Noël. L'ambiance était devenue encore plus lourde. Mon silence face au pic de Bastien les avait enhardis. Il prenait ma patience pour de la faiblesse, ma retenue pour de la honte. Ma cousine Clotilde, qui avait toujours été la lieutenante de Bastien dans ce jeu cruel, s'est penchée en avant. Son rouge à lèvres écarlates contrastait avec la blancheur de ses dents, qu'elle dévoila dans un sourire carnassier. Elle cherchait le coup de grâce, la phrase qui me mettrait KO. « Dis-moi, Héloïse, je suis sérieuse », a-t-elle commencé, sa voix mielleuse attirant l'attention de toute la table. « On est dans l'un des restaurants les plus chers de Paris. Comment tu fais pour payer ta part, ce soir ? Honnêtement. Tu as besoin qu'on avance l'argent ? On peut s'arranger, tu sais. » La question a suspendu le temps. C'était une attaque d'une violence inouïe, déguisée en sollicitude. Une façon de dire devant tout le monde, tu n'es pas à ta place ici. Tu es trop pauvre pour être avec nous. Le rire de Bastien a éclaté, libérant les autres. Bientôt, toute la table riait. Pas un rire joyeux, mais un rire méchant, un rire de meute. Mon père souriait, satisfait. Ma mère regardait son assiette, mal à l'aise mais silencieuse. Seule ma jeune cousine Adélaïde, la sœur de Clotilde, ne riait pas. Elle me regardait avec des yeux pleins de pitié et de tristesse. Je les ai laissés rire. J'ai laissé leur mépris remplir la pièce. Je sentais les regards peser sur moi, attendant une réaction, des larmes, un éclat de colère. Ils attendaient que je craque. Mais à l'intérieur, je n'étais qu'un bloc de glace. Le timing était parfait. C'était encore mieux que ce que j'avais prévu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lentement levé mon verre d'eau, en buvant une gorgée. J'ai reposé le verre avec une précision millimétrée. J'ai croisé le regard triomphant de Clotilde, mon expression parfaitement neutre. « Merci de t'inquiéter pour mes finances, Clotilde », ai-je dit d'une voix calme, presque détachée. « C'est très attentionné de ta part. Mais j'ai toujours su comment prendre soin de moi-même. Ne t'en fais pas pour moi. » Ma sérénité les a déconcertés. Ce n'était pas la réaction attendue. Ils voulaient un drame, je leur donnais de la maîtrise. Cela les a rendus encore plus hargneux. Bastien allait répliquer, j'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir, prêt à lancer une autre pique, mais c'est à ce moment précis que le destin, ou plutôt mon assistante, est intervenu. Un homme en costume sobre s'est approché de notre table. C'était le directeur du restaurant. Un homme que je connaissais bien, car, ce que ma famille ignorait, c'est que j'étais une investisseuse discrète dans cet établissement. Il s'est incliné légèrement vers moi, ignorant superbement le reste de la table, son visage une parfaite illustration du professionnalisme. « Mademoiselle Perrin », a-t-il murmuré, sa voix juste assez forte pour que je l'entende, mais assez discrète pour intriguer les autres. « Tout est en place, comme vous l'avez demandé. Et je tenais à vous informer, l'article des Échos vient d'être mis en ligne. Il est sorti avec quelques heures d'avance. Toutes mes félicitations. » Mon cœur a fait un bond, mais mon visage est resté impassible. J'ai hoché la tête. « Merci, Jean-Pierre. C'est parfait. » Il s'est retiré. La table était silencieuse. Le rire s'était éteint. Maintenant, ils étaient curieux. Qu'est-ce que le directeur d'un tel endroit pouvait bien avoir à me dire ? Quel article ? Bastien m'a regardé avec suspicion. Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu le connais ? J'ai esquissé mon premier vrai sourire de la soirée. Un sourire énigmatique, plein de promesses. Juste un petit détail à régler pour la suite de la soirée, ai-je répondu. Leur rire résonnait encore dans ma tête, mais un son bien plus puissant était sur le point de les réduire au silence pour toujours. Le spectacle allait commencer. Le silence à table était maintenant d'une nature différente. Ce n'était plus le silence qui précédait une attaque contre moi, mais un silence chargé de questions et d'une méfiance nouvelle. Mon interaction étrange et familière avec le directeur les avait complètement déstabilisés. Ils sentaient que l'équilibre des forces, si clairement établi depuis des années, était en train de vaciller.
Il sentait que quelque chose avait changé, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Bastien me fusillait du regard, essayant de déceler une faille dans mon calme apparent. Mon père fronçait les sourcils, visiblement contrarié par cet événement imprévu qui échappait à son contrôle. C'est à ce moment-là que le téléphone de Bastien, posé ostensiblement sur la table à côté de son assiette, a vibré bruyamment. La sonnerie stridente a fait sursauter tout le monde. L'écran s'est allumé, affichant en grosses lettres « Patrick Duval, CEO ». Le grand patron. Bastien s'est immédiatement redressé, son arrogance habituelle s'effaçant pour laisser place au masque du subordonné zélé et ambitieux. C'était un spectacle en soi. « Excusez-moi une seconde », a-t-il lancé à la tablée, comme s'il s'agissait d'une affaire d'État. C'est le grand patron. Je dois absolument répondre. Il a décroché avec un ton enjoué, presque servile, une voix qu'il réservait à ses supérieurs hiérarchiques. Patrick. Quelle surprise. Joyeux Noël. Je ne m'attendais pas à votre appel. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Il y eut une pause. Bastien écoutait, son sourire professionnel figé sur son visage. Il hochait la tête, lançant des « oui », bien sûr, et des « absolument ». Puis, son expression a commencé à changer. Très subtilement au début. Un léger froncement de sourcils. Son sourire est devenu plus crispé, moins naturel. Oui, oui, elle est là, avec nous, en famille, a-t-il dit, sa voix perdant un peu de son assurance. C'est ma sœur. Pourquoi cette question? Une autre pause, plus longue cette fois. J'observais, fasciné, le sang quitter lentement son visage. Ses yeux, qui évitaient soigneusement les miens depuis le début de l'appel, se sont finalement posés sur moi. Ils n'étaient plus remplis de mépris, mais d'une confusion totale, presque enfantine. Il a balbutié dans le combiné. Pardon. Quoi? L'article des Échos? Non, je ne l'ai pas encore vu. De quoi parle-t-il? La table entière était suspendue à ses lèvres. Ma mère avait arrêté de respirer, sa main crispée sur son verre. Mon père se penchait en avant, le visage tendu, essayant de déchiffrer la conversation. Bastien est devenu livide. Sa mâchoire s'est contractée. Il a passé une main tremblante sur son front moite. Vous êtes certain? Héloïse, ma sœur? La plus jeune. Il n'arrivait pas à finir la phrase. Sa gorge était nouée. Il a bredouillé encore quelques mots inintelligibles. Oui, bien sûr, je lui transmettrai. Merci, Patrick, à vous aussi, avant de raccrocher brutalement, comme si le téléphone lui brûlait la main. Il a reposé son téléphone sur la table, mais son geste était maladroit, saccadé. Le téléphone a heurté un verre, produisant un bruit cristallin qui a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Personne n'osait parler. C'était comme si une bombe invisible venait d'exploser au milieu de nous, et que nous étions tous assourdis par le souffle. Mon père a finalement brisé le silence, sa voix rauque, tendue. Bastien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que voulait-il? Bastien a dégluti difficilement. La pomme d'Adam sur son cou montait et descendait. Il a ouvert la bouche, la refermée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de 30 secondes. Ses yeux allaient de mon père à moi, comme s'il essayait de concilier deux réalités, deux univers parallèles qui venaient d'entrer en collision. C'était Patrick, a-t-il commencé, sa voix à peine un murmure, éraillé. Il a vu un article. L'article économique des Échos. Il a marqué une pause, rassemblant le peu de force qui lui restait. L'article parle d'une certaine Héloïse Perrin. La fondatrice et PDG de la société Elysian Realm. Il a levé les yeux vers moi, son regard un mélange de panique, de jalousie et d'incrédulité totale. L'article dit, il dit qu'elle est la plus jeune milliardaire self-made de France. Un hoquet collectif a parcouru la table. Ma cousine Clotilde a laissé tomber sa fourchette, qui a rebondi sur son assiette avec un cliquetis strident et absurde. Ma mère a porté une main à sa bouche, ses yeux écarquillés fixés sur moi comme si elle voyait un fantôme. Mon père était pétrifié, son visage une toile blanche où se peignait le choc le plus total. Bastien s'est tourné complètement vers moi, sa voix se brisant en une supplique presque pathétique. Héloïse. Dis-moi que c'est une blague.
Dis-moi que c'est une erreur de journaliste. Est-ce que c'est vrai? Tous les regards, comme un seul, se sont braqués sur moi. Ils attendaient. Ils espéraient un démenti, une explication logique qui leur permettrait de retrouver leur monde confortable et bien ordonné, le monde où j'étais l'échec et Bastien le succès. J'ai pris mon verre de vin. J'ai fait tourner lentement le liquide rouge, regardant ses reflets danser à la lumière du lustre. J'ai savouré leur angoisse. J'ai bu une gorgée, lentement. Puis, j'ai levé les yeux et j'ai rencontré le regard désespéré de mon frère. Et j'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Lent, large, et sans la moindre pitié. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mais ce n'était que le début de ma véritable réponse. Mon sourire a été la seule réponse dont ils avaient besoin. La confirmation silencieuse qui a fait voler en éclats des années de certitude, de moquerie et de condescendance. Le chaos qui a suivi n'était pas bruyant, mais intérieur. C'était le chaos des esprits qui tentaient de réécrire frénétiquement le scénario de toute une vie en l'espace de quelques secondes. Mais, comment, a murmuré ma mère, sa voix un filet d'air. Ta Twingo, ton petit appartement à Montreuil, les vêtements. Les apparences peuvent être utiles, maman, ai-je répondu calmement, en dépliant ma serviette sur mes genoux. Surtout quand on veut travailler en paix, loin des distractions. C'est à ce moment-là que j'ai fait un signe de tête discret à Jean-Pierre, le directeur, qui se tenait à l'entrée de notre salon privé, attendant mes instructions. Vous voyez, ce restaurant est l'un de mes premiers investissements, ai-je expliqué à ma famille abasourdie. J'aime les belles choses, mais j'aime encore plus les posséder. J'ai demandé qu'on prépare cette salle pour une réunion d'actionnaires un peu spéciale ce soir. Sur ce, les lumières de la pièce ont baissé d'intensité, créant une ambiance plus intime, plus dramatique. Les magnifiques panneaux de bois qui ornaient les murs ont glissé silencieusement sur le côté, révélant des écrans haute définition parfaitement intégrés dans le décor. Une technologie de pointe invisible à l'œil nu. Et puis, les images sont apparues, synchronisées sur tous les écrans, baignant la pièce d'une lumière bleutée. Mon visage. En grand. En couverture du site des Échos. Le titre s'étalait en lettres capitales, impossible à ignorer, Héloïse Perrin, la milliardaire discrète qui révolutionne le monde du luxe avec sa réalité virtuelle. L'image a changé. C'était moi, sur scène, donnant une conférence TED à Vancouver devant des milliers de personnes. Une autre, serrant la main du ministre de la Culture après avoir remporté un prix de l'innovation. Une autre encore, en pleine discussion avec un célèbre architecte japonais dans nos bureaux de Tokyo. Des moments de ma vie qu'ils n'avaient jamais soupçonnés. Des événements dont je ne leur avais jamais parlé, car je savais qu'ils n'auraient pas écouté, ou pire, qu'ils auraient minimisé. Des logos de mes clients défilaient lentement, les plus grands noms de la haute couture, des constructeurs automobiles de prestige, des chaînes d'hôtels 5 étoiles, des fondations d'art. Leur propre marque de référence, celle qu'ils admiraient et consommaient, étaient mes partenaires. Le silence dans la pièce était total, rompu seulement par les hoquets étranglés de ma mère. Mon père a été le premier à retrouver une once de sa contenance, ou plutôt de sa colère. Il s'est levé, ses mains appuyées sur la table. Pourquoi? Pourquoi nous avoir caché tout ça? C'est une sorte de jeu cruel et pervers? Nous faire passer pour des idiots? Un jeu, ai-je rétorqué, ma voix se durcissant, perdant sa neutralité pour la première fois. Le jeu, c'est vous qui y jouiez depuis que je suis née. Le jeu où je suis la perdante désignée pour que Bastien puisse être le gagnant incontesté. Je n'ai fait que refuser de jouer selon vos règles. Je n'ai rien caché, j'ai simplement arrêté de vous présenter des choses que vous refusiez de voir. Bastien, pâle comme un linge, m'a fusillé du regard. La jalousie et l'incompréhension se lisaient sur son visage. Tu nous as laissé croire. Tu nous as laissé nous inquiéter. Tu as laissé maman se faire du souci pour toi. M'inquiéter, ai-je coupé, le ton glacial. Dis-moi, Bastien, est-ce que tu t'inquiétais vraiment pour moi, le soir où tu as appelé Monsieur Bernard pour saboter ma seule chance d'obtenir un prêt? Est-ce que tu t'inquiétais pour moi ce soir-là, ou est-ce que tu t'inquiétais pour l'ordre bien établi de notre famille? La mention de cet appel, ce secret que je gardais comme une braise ardente depuis 7 ans, l'a frappé comme un coup de poing en pleine figure.
Il a reculé sur sa chaise, le souffle coupé, le visage décomposé par la culpabilité et la surprise. « Comment tu sais pour cet appel ?» a-t-il balbutié. « Je sais beaucoup de choses, Bastien. Je sais que ce soir-là, tu n'as pas essayé de me protéger de moi-même. Tu as essayé de protéger ton statut de fils préféré. Mon père, voyant son fils acculé, a tenté une autre approche, celle de l'homme d'affaires pragmatique. Assez de ces enfantillages. Ce qui est fait. Héloïse, ton succès, impressionnant. C'est peut-être l'occasion de consolider les actifs familiaux. Un partenariat, une coentreprise entre nos sociétés. J'ai failli rire. C'était tellement prévisible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapoté quelques instants sur l'écran. Un partenariat ? Je ne pense pas, papa. Selon le dernier rapport financier trimestriel, que j'ai pris la liberté de consulter, ton entreprise a des difficultés. Une dette de plusieurs millions d'euros, un projet immobilier à Dubaï qui est au point mort depuis 6 mois. Je n'investis jamais dans des sociétés à haut risque, c'est une de mes règles d'or. Le voir blêmir à son tour, réalisant que je connaissais ses secrets d'affaires mieux que lui ne connaissait ma vie, a été une satisfaction amère et profonde. Il a bredouillé, ce sont des difficultés passagères, une restructuration. Bastien, voyant son père, son idole, son modèle, humilié et exposé, a murmuré, plus pour lui-même que pour les autres, une phrase qui a révélé toute la tragédie de sa propre vie, « J'ai juste fait ce que papa m'a dit de faire. J'ai suivi le chemin, le bon chemin. » Pour la première fois, j'ai ressenti une ombre de pitié pour lui. Il n'était pas seulement le bourreau, il était aussi une victime de ce système familial toxique. Une victime consentante, certes, mais une victime quand même. Ils voulaient une part du gâteau qu'ils avaient refusé de m'aider à faire, dont ils avaient même essayé de casser le four. Il était temps de leur servir leur juste dessert, la vérité, pure et amère. J'ai fait un autre signe à Jean-Pierre. Le spectacle n'était pas encore terminé. Le dernier acte de ma pièce s'est joué avec l'arrivée d'un sommelier. Il ne poussait pas un chariot, il portait, avec une révérence quasi religieuse, une seule bouteille dans un seau en argent. Ce n'était pas n'importe quelle bouteille de champagne. C'était une cuvée rare, un millésime de légende dont mon père parlait parfois avec des étoiles dans les yeux lors de ses dîners mondains, le genre de bouteille qu'il se vantait de connaître mais qu'il n'aurait jamais les moyens de s'offrir. Un symbole ultime de réussite. De la part de mademoiselle Perrin, a annoncé le sommelier d'une voix neutre en présentant l'étiquette à la tablée silencieuse. Le bouchon a sauté avec un bruit feutré, presque un soupir, libérant un parfum subtil de brioche et de fruits blancs. Il a servi chaque verre, le liquide doré pétillant sous la lumière tamisée des écrans qui diffusaient toujours en boucle les images de mon succès. Personne n'osait toucher son verre. Ils le regardaient comme s'il contenait du poison, ou pire, le sang de leurs propres illusions perdues. Je me suis levé, mon propre verre à la main. Ma silhouette se découpait devant les images de ma réussite. Le silence dans la pièce était si profond, si absolu, que j'entendais les battements de mon propre cœur. Pendant des années, ai-je commencé, ma voix claire et posée résonnant dans la pièce, vous m'avez appelé l'échec de la famille, la rêveuse, celle qui ne serait jamais rien. Vous avez ri de mes efforts, méprisé ma passion, et même activement saboté mes débuts. Mon regard a balayé chaque visage, un par un, sans hâte. Mon père, les poings serrés sur la nappe, le visage fermé. Ma mère, les larmes coulant silencieusement sur ses joues maquillées. Clotilde, qui fixait son assiette, le visage décomposé par la honte. Et Bastien, qui regardait dans le vide, l'ombre pathétique de l'homme arrogant qu'il était une heure plus tôt. Ce soir, vous voulez trinquer à mon succès, ai-je continué. Mais soyons honnêtes. Vous ne trinquez pas à moi. Vous ne trinquez pas à mon travail, ni à ma persévérance. Vous trinquez à mon argent. Vous trinquez à ce que vous espérez pouvoir en obtenir, une aide financière pour l'entreprise de papa, un job pour Bastien, ou simplement le prestige de pouvoir dire que vous faites partie de ma famille. J'ai marqué une pause, laissant le poids de la vérité crue s'installer. Je ne suis pas amère. Je ne suis même plus en colère. En un sens, je devrais vous remercier. Votre mépris constant a été mon meilleur moteur. Votre manque de foi absolue a été ma plus grande motivation.
Vous avez créé le monstre de travail et de réussite que vous vouliez tant éviter. Alors, à votre santé. J'ai levé mon verre vers eux, dans un geste de défi ironique. Mais je n'ai pas bu. J'ai reposé mon verre sur la table, le son cristallin résonnant comme un coup de marteau de juge. Mais je ne boirai pas avec vous. Parce que la famille, la vraie, c'est celle qui vous soutient dans la tempête, qui vous tend la main quand vous êtes à genoux, qui croit en vous quand personne d'autre ne le fait. Et vous, vous m'avez laissé me noyer sans même jeter une bouée. Sur ces mots, j'ai tourné les talons. J'ai juste jeté un dernier regard à ma jeune cousine Adélaïde, la seule qui n'avait pas participé au lynchage, la seule qui était restée silencieuse et visiblement mal à l'aise durant toute la soirée. Nos regards se sont croisés. Je lui ai fait un léger hochement de tête. Merci, ai-je murmuré, juste pour elle, un geste de reconnaissance dans ce champ de ruines. Puis, j'ai marché vers la sortie, la tête haute, sans me retourner. Derrière moi, le silence était mon héritage. Ma pièce était terminée. En sortant du restaurant, l'air froid de la nuit parisienne m'a saisi comme une étreinte vivifiante. Je me sentais légère. Le poids de toutes ces années de mensonges, de faux-semblants et de chagrins s'était envolé. Mon chauffeur m'attendait, la portière de la berline noire et silencieuse déjà ouverte. En m'asseyant sur le cuir souple, j'ai laissé une seule larme rouler sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, ni même de joie. C'était une larme de libération. La fin d'un chapitre. Le point final d'une longue et douloureuse phrase écrite avec le sang de ma jeunesse. Puis, un sourire est venu. Un vrai. Serein. Libre. La voiture s'est éloignée en silence, glissant dans les rues de Paris illuminées pour les fêtes. Je regardais les lumières défiler, et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Ce soir-là, j'ai compris que la meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est le silence de votre réussite. C'est de devenir si incontestable que votre seule présence réduit leur moquerie à néant. Et vous, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné? Est-ce que les liens du sang sont vraiment plus forts que tout, même quand ils ont servi à vous étrangler? Racontez-moi vos histoires, vos propres batailles familiales, dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et de partager nos expériences. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Votre soutien est ma plus grande récompense et la preuve que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.